Bienvenue à l'Atrium 57 à Gembloux. Pitchi Banda s'apprête à monter sur scène. L'artiste, écrivain, psychologue a dû fuir son pays, le Congo, au milieu des années 90. C'est en Belgique qu'il a trouvé refuge. Il raconte son exil dans son premier spectacle, Un fou noir au pays des Blancs. Dans ce nouveau seul en scène, il s'intéresse à l'histoire commune, pas toujours simple, entre la Belgique et le Congo. Blanc et noir pour le meilleur, c'est à découvrir tout de suite. On se retrouve juste après avec Pitchi Banda pour en parler plus longuement. Bon spectacle et à tout à l'heure. C'est l'histoire d'un homme qui travaille en Belgique et qui paye les études de son frère au Congo. Et son frère est à l'université là-bas. Après quelques années, le frère a fini ses études, licencié en droit. Mais il continue à lui demander de l'argent. Et lui, il dit, attends mon frère, si j'ai payé vos études, c'est pour que vous puissiez voler de vos propres ailes et me foutre un peu la paix. Et le frère lui dit, c'est vrai que j'ai terminé mes études, mais je ne trouve pas de boulot. Il n'y a pas de boulot ici au Congo. Et le grand frère qui est ici dit, OK, pendant les vacances, je vais venir là-bas et je vais t'aider à trouver du boulot. Et voilà, il se rend au Congo. Montre-moi comment tu écris ton CV. Montre-moi comment tu argumentes. Montre-moi. Et il lui explique comment il doit faire. Et ils envoient 40 lettres à plus ou moins 40 sociétés. Et ils attendent 1 semaine, 2 semaines, aucune réponse. Et le petit dit à son frère, tu vois, je te l'avais dit, il n'y a pas de boulot. Mais pendant qu'ils discutent, quelqu'un d'autre vient. Et il leur dit, hé, j'ai entendu dire qu'on engage au jardin zoologique. Et lui, il dit, mais moi, je suis licencié en droit. Qu'est-ce que j'irai faire au jardin zoologique? On ne sait jamais, essayez toujours. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un dans l'administration. Ben, il essaye, il écrit. 2 jours après, la réponse est là, convocation, interview, et on lui dit, vous êtes engagé, monsieur. Il demande alors au patron, en quoi va consister mon travail? Et le patron lui dit, quand vous viendrez lundi pour commencer, on vous le dira. Mais sachez qu'on va vous payer $2000 par mois. Et lui, il rentre à la maison, il dit à sa femme, chérie, c'est fini la disette. Maintenant, nous allons manger comme tout le monde. J'ai trouvé du boulot, $2000 par mois. Et madame lui demande, mais c'est au zoo. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire au zoo? Ah, on me le dira quand j'irai pour commencer. Voilà. Et le lundi, notre ami met son costume. Et il se présente sur son lieu de travail. Et là, le patron le regarde et lui dit, c'est pas avec ce costume-là que tu vas travailler, mon ami. Va dans l'autre bureau, là-bas, on va te donner la tenue de travail. Et voilà, il va à l'autre bureau. Et qu'est-ce qu'on lui présente comme tenue de travail? Un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes de l'antilope sont dessus. Il regarde, dit, c'est le carnaval. On dit, non, c'est pas le carnaval. Mais c'est quoi ça? On dit, essaye d'abord. Et on prend la peau, on lui met au cou, on a affaire à une antilope. On lui dit, votre travail va consister, on te met dans une cage, et tout ce que tu as à faire, c'est de sauter, de gambader. Mais pendant que tu sautes, tu fais attention à ce que les gens disent. Ils vont se rendre compte que tu réagis à ce qu'ils disent. Et ils vont raconter partout qu'au zoo, il y a un animal intelligent. Et les gens viendront nombreux pour voir. Et ils vont payer les droits d'entrée. Et il y aura de quoi vous payer vos $2000 par mois. Le type, il dit, ah, avec une licence en droit, je vais sauter au zoo, comme un animal. Laissez-moi aller demander à ma femme. Et il va à la maison, il explique la situation à madame. Madame lui répond, écoute-moi bien, chérie, j'ai le choix. Un mari licencié en droit, il est au chômage et nous crevons de faim. Et un mari licencié en droit qui saute aux hommes et qui nous apporte $2000. Chérie, va sauter. Il n'y a pas de faux métier. Et voilà. Il dit, bon, puisque tu le permets, je vais aller sauter. Il arrive, il met son costume d'antilope, il se met à sauter. Ce n'était pas facile, hein, le premier jour. Il fait des efforts, il pleure presque.
Le lendemain, il recommence. Une semaine après, il commence à s'habituer. 2 semaines après, ça va de mieux en mieux. 3 semaines plus tard, il aime son travail. À la fin du mois, $2000. Il rentre à la maison. Voici, chérie, je te l'avais dit, hein, il n'y a pas de sommité. Continue ton travail. Et puis il continue. Et il commence à meubler leur maison. Et tout ça, ça se passe bien. Mais voilà que l'homme, à force de travailler comme ça, il a une telle réputation que les gens viennent nombreux, des cars entiers, avec des étudiants qui viennent voir l'animal intelligent. Alors un jour, le pauvre, il avait tellement sauté, il s'est fatigué, il s'est assoupi dans un coin, il s'est endormi. Pendant qu'il dort, le soigneur vient pour nettoyer la cage. Il le trouve endormi. Et comme il avait un grand respect pour les animaux, il s'est dit, je ne vais pas les déranger. Il les prend avec beaucoup de précautions. Il les dépose dans la cage d'à côté. Je n'ai encore rien dit, hein. Il les dépose dans la cage d'à côté, et puis il nettoie, et quand il a fini, il prend son seau, son balai, le voilà qui s'en va. Et pendant qu'il est en train de partir, notre ami se réveille. Il regarde à côté de lui, il voit les lions qui dormaient. Mon Dieu, je comprends pourquoi on m'a engagé. C'est pour me donner à manger aux lions. Il m'a tremblé, mon Dieu. J'ai fait des études, j'ai une femme, j'ai un enfant, je vais crever, je vais mourir comme ça. Et il se met à trembler. Pendant ce temps, notre ami, le soigneur, il était en train de partir. Hein. Il le voit partir. Il a bien envie de l'appeler. Mais s'il l'appelle, le lion va se réveiller. Vous voyez le dilemme. Alors il fait des gestes avec l'espoir qu'il va se retourner. Le type ne se retourne pas. Oh, mon Dieu. Pendant ce temps, le lion remue, il bouge un peu. Et dès qu'il bouge, il va se réveiller, il tremble. Un moment, il avait transpiré. Il allait s'évanouir. Il voit le lion qui se réveille, qui le regarde et qui lui dit, ne t'en fais pas, mon frère, j'ai fait le même travail que toi. Il lui dit, même l'hippopotame que tu vois là-bas, c'est un docteur en médecine. Je suis quelqu'un qui nage à contre-courant. C'est pour ça qu'on m'appelle un faux noir au pays des Blancs. Alors, à force de nager à contre-courant, il m'arrive de rêver de la paix dans le monde. Il m'arrive de rêver de la justice. Il m'arrive de rêver de remettre ensemble les gens qui sont en difficulté. Moi, je suis de ceux qui, voyant 2 personnes qui se battent, je peux courir. S'il vous plaît, arrêtez. Je ne suis pas de ceux qui vont dire, on va compter les coups. L'un qui donne un coup, bah, moya. L'autre, bah, 2. L'autre, 3. Prends encore ça, tape-le. L'autre, prends aussi, tape-le. Jusqu'à ce qu'elle meure. Oh, ça, c'est pas moi. Il y a 2 ans d'ici, un événement grave est arrivé aux États-Unis. Vous vous rappelez? Ce noir qui a été tué par les policiers. Et ça a provoqué un problème dans le monde. Il y a des gens qui étaient en colère. Un mouvement est né. Et on a vu des gens en train de crier partout. On va déboulonner les statues. Parce que cet événement-là avait réouvert des plaies mal cicatrisées. Les plaies de l'esclavage et les plaies de la colonisation. Alors là, vous avez des gens qui se jettent la balle. Quand vous êtes venu chez nous, vous avez fait ça. Et les autres qui répondent, si on n'était pas venu chez vous, qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Je n'oublierai jamais un type qui dit à un médecin congolais, réjouis-toi que nous soyons venus chez toi. Non, tu es docteur aujourd'hui. Si on n'était pas venu chez toi, tu serais en train de planter le manioc aujourd'hui. Et à une dame universitaire africaine, quelqu'un dit, réjouis-toi madame, si on n'était pas venu chez toi, en ce moment tu serais la 15e femme d'un chef coutumier. Est-ce qu'on va aller dans ce sens-là? C'est jeter la balle. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je suis moi de ceux qui disent, vous avez des choses à dire les uns aux autres. Très bien, asseyons-nous, tiens, et parlons. Et pendant que les autres sont là en train de dire, on va détruire les monuments, on va faire ceci et cela, ils nous ont fait, les autres qui se défendent, ils me disent, puis viens avec nous. Moi, je n'ai pas envie d'aller avec eux. Pourquoi je n'ai pas envie d'aller avec eux? Parce que je pense qu'il y a autre chose à faire, il y a moyen de s'y prendre autrement. Mettons-nous à table et allons discuter. Un jour, je suis allé à Martinique et j'ai visité un coin qu'on appelait Anse Cafard. Et j'arrive à cet endroit-là, au bord de la mer, et je vois ces monuments-là. C'était le soir, hein. Il y avait du vent, ça avait l'air lugubre par là, et ça vous donne des frissons. Et je demande, mais qu'est-ce s'est-il passé? C'est quoi ça? Et on me répond,
le 8 avril 1830, il y avait un bateau qui venait d'Afrique avec des Noirs esclaves. Ils étaient presque arrivés, mais à quelques mètres, eh bien, le bateau a cogné dans un rocher, eh bien, il a commencé à sombrer. On a crié au secours, les gens sont venus vite, et ils n'ont pu sauver que les Blancs qui étaient sur le pont, alors que les Noirs étaient enchaînés dans les cales des bateaux. Ils sont tous morts. Ils étaient 46 qui sont morts ces jours-là. On les a sortis du bateau et on a allongé les cadavres. Il y avait les cadavres de ces Noirs esclaves, il y avait aussi quelques cadavres de quelques Blancs aussi. Alors on s'est dit, on fait quoi? On commence par enterrer. On a enterré les Blancs au cimetière. Et alors il s'est posé la question des Noirs. On ne va quand même pas les mettre au cimetière. Les Noirs n'ont pas d'âme. Alors comme ils n'ont pas d'âme, ce qu'ils croyaient à l'époque, eh bien on a créé une fosse commune par là. Et c'est là qu'ils ont été enterrés. Allez-y encore aujourd'hui, vous trouverez ces monuments qui vous parlent. C'est le monument d'Anse Cafard à Martinique. Donc, le mouvement Black Lives Matter a réveillé des plaies mal cicatrisées. Alors, on ne va pas s'entretuer, parlons-en. Parce que quand on n'en parle pas, eh bien, on a de la souffrance, mais il faut mettre ça à plat, peut-être qu'on peut s'entendre. Quand vous allez vous promener au Bénin, à Ouida, vous arrivez quelque part, vous verrez ces deux monuments. Le monument d'à gauche, c'est l'endroit où il y avait un arbre. Quand on avait arrêté de Noirs et qu'on allait amener de l'autre côté de l'Atlantique, il y a là une porte qu'on appelle porte de non-retour. C'est-à-dire, dès que vous avez dépassé la porte, c'est fini, vous ne reviendrez jamais en arrière. Alors, ils avaient un rite. On arrive autour d'un arbre, ici à gauche, eh bien, tous les esclaves devaient faire le tour de l'arbre 9 fois, les hommes. Et les femmes devraient le faire 7 fois. Et quand vous faites 9 fois le tour de l'arbre, ou 7 fois le tour de l'arbre, eh bien, vous avez les tourniquets, n'est-ce pas? Et puis après, vous avez perdu l'essence de l'orientation et vous ne savez plus d'où vous venez. Mais plus loin, il y a un autre arbre où on les arrêtait. Cette fois, vous faites 2 tours. En faisant 2 tours, ça veut dire, vous partez d'accord, mais tôt ou tard, vous reviendrez, mais sous une autre forme. Votre esprit reviendra. Et les Noirs pensent encore aujourd'hui que quand on meurt quelque part, c'est le corps qui va rester dans le sol. Mais l'âme va rentrer en Afrique. Et nous avons des rites pour ça. Si jamais je meurs aujourd'hui, et ceux qui me connaissent devront prendre mes vêtements, probablement les vêtements que j'avais au moment où mon âme est partie de mon corps. Le bout de mes ongles, un peu de cheveux, faire un colis et envoyer ça à mes parents au Congo. Et quand ils vont avoir ça, pour eux, c'est moi qui suis revenu. Le corps est resté, mais l'âme a fait le voyage. Vous avez encore ce monument-là pour vous dire que quand ces gens-là sont en colère et tout, il y a des traces de l'esclavage, il y a des choses qu'ils ont vues qu'on aurait bien voulu oublier. Mais comment voulez-vous qu'on oublie? Il y a eu aussi d'autres plaies, la plaie de la colonisation. Pendant la colonisation, la punition, c'était la chicotte. Comme ça, on frappait. Pour compter un, on fait pas un, pas deux. Les gens sont en train de se rappeler de tout ça. Alors on se pose la question, est-ce qu'on va s'entendre? Ou est-ce qu'on va dire « Français dehors » comme on a vu au Niger, au Mali, au Burkina Faso? Moi j'ai dit non, mettons-nous à table. Discutons, racontons. Que moi je vous dise ce qui me tient à cœur. Que vous nous dites ce qui vous tient à cœur. Peut-être alors nous pourrions avancer. Parce que nous avons étudié l'histoire. Nous avons vu dans les livres d'histoire, mais est-ce qu'on vous parle de tout dans les livres d'histoire? Non, hein. Et même si on regardait dans l'histoire, il y a un auteur qui a dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours les chasseurs. » Alors, moi, je vous propose que nous puissions parler de l'histoire. Alors, si nous voulons parler de l'histoire, je commence par l'histoire du Congo, mais il n'y a pas que des chapitres tristes. Hein. Ceux d'entre vous qui ont été au Congo, en regardant ça, ils pourraient reconnaître ces bâtiments-là. Le premier, c'est la gare d'Elisabethville. Là, au coin, c'est le cinquantenaire, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Regardez les jacarandas dans la ville de Lubumbashi. Ça, c'est aussi l'histoire. Je peux comprendre l'Européen qui me dit, puis, mais ça, nous avons fait aussi ensemble, non? Nous n'avons pas fait que du mal. Nous avons construit. Je le reconnais et je le raconte. Mais, quand vous approchez maintenant de cette ville de Lubumbashi, vous allez constater qu'il y avait quand même des quartiers pour blancs et des quartiers pour noirs.
À la gauche, c'est la zone résidentielle, quartier pour blancs. Et là, en haut, la deuxième vignette, là-haut, c'était des camps où habitaient les travailleurs. Et alors, en bas, vous arrivez dans le camp où habitaient les Européens, une belle maison, mais derrière la belle maison, il y avait une boïrie, une petite maisonnette, et là habitait un boy. Entre les quartiers résidentiels et l'autre quartier, il y avait une grande avenue qu'on appelait Limite Sud. Ça veut dire, après 18 heures, le noir n'avait pas le droit de se retrouver dans les quartiers résidentiels, dans la ville, comme on dit. Si on l'attrapait dans la ville, il devrait montrer une lettre écrite par son patron qui lui permettait de rester à 18 heures dans ces quartiers-là. Sinon, il était arrêté. Vous allez dire, mais si les Noirs doivent habiter leur quartier et les autres leur quartier, pourquoi y en a-t-il à la boïrie? Parce que le patron peut avoir une fête chez lui qui va jusqu'à 1h du matin. Alors à ce moment-là, les travailleurs doivent être disponibles tout le temps. Alors pour avoir le boy disponible tout le temps, eh bien, il pouvait habiter là derrière. Et c'est ce qu'on appelait donc la boïrie. Mais dans ces boïries-là, il y avait aussi des choses intéressantes qui pouvaient arriver. Exemple, le patron, il est chez lui à la grande maison, c'est lui qui a la voiture. Et la nuit, minuit, il entend des cris derrière. On va voir c'est qui, c'est l'épouse du boy qui veut accoucher. Mais qui croyez-vous qu'il allait amener madame à l'hôpital? Eh bien, c'est le patron qui, avec son boy, tenait la dame, la mettait dans la voiture et l'amenait à l'hôpital. Et il est arrivé à beaucoup d'Européens une aventure terrible, c'est que pendant que vous prenez madame pour l'amener à l'hôpital, dans votre voiture, elle met au monde. Et souvent, les prénoms du bébé, c'était les prénoms du blanc. Alors j'ai envie de dire à Éric Zemmour, quand il nous demande de changer nos prénoms, il ne sait pas d'où ça vient, le prénom. Les prénoms ont parfois derrière elles de très belles histoires. Donc voilà, monsieur Leblanc, à ce moment-là, il va amener la femme de l'autre à l'hôpital. En cas de maladie, c'est la même chose. Moi, je n'oublierai jamais. J'étais élève à l'internat. Un étudiant est tombé malade. Eh bien, le père directeur, un flamand, avec sa soutane blanche, a pris l'élève dans sa jeep pour l'amener à l'hôpital à plus ou moins 20 km. Le lendemain matin, on nous envoie un message à la FONI, on lui envoie un message pour dire que l'élève qu'il a déposé la nuit, il est décédé. C'est la première fois que j'ai vu un blanc qui pleurait. Il a pleuré comme quelqu'un qui pleurait son enfant. Et c'était en effet son enfant. Même pour dire la messe, il ne pouvait pas. Et les autres prêtres le tenaient, alors il disait la messe avec des larmes. Blanc et noir pour le meilleur, mais est-ce que le meilleur est possible? Peut-être, si je rappelle tous ces souvenirs-là. Et je vous signale que quand nous arrivons ici, nous retrouvons parfois ces prêtres qui ont été nos directeurs. Hein. Nous retrouvons parfois certains qui ont été nos professeurs. Et quand on les retrouve, on trouve des gens connus. On est un peu chez nous avec eux. Et quand on les retrouve, oh là là, nous les plongeons dans leur passé. Et c'est des moments de retrouvailles extraordinaires. Voilà. Une fois qu'on a déposé Madame Lanoire à l'hôpital, monsieur revient chez lui, sa femme est en train de pleurer aussi. C'est quoi ça? Tous les bébés veulent venir le même jour. Eh oui, Madame doit accoucher aussi. Et voilà, il va amener aussi sa femme à l'hôpital. Elle va accoucher aussi. Et puis, dans cette parcelle-là, il y aura monsieur Leblanc, le patron devant, il y aura le boy derrière lui, mais il y a deux enfants qui sont nés. Quelle sera la relation entre les deux enfants? Les deux enfants ne savent pas qu'ils sont l'un l'enfant du patron, l'autre l'enfant du boy. Les enfants savent que c'est mon copain, l'autre c'est mon copain. Et ils ne savent même pas qu'ils ont des couleurs différentes. Non, ce n'est pas leur problème. Et ils jouent ensemble, c'est ce qui les intéresse. Et alors, les scènes qui arrivaient souvent, c'était que la femme africaine, elle a fini de préparer, elle doit appeler son enfant pour manger, mais elle voit que l'autre est là aussi. Et alors, elle va appeler les deux, venez manger. Et voilà, elle leur donne à manger. Là, ils mangent les haricots. Et quand ils ont mangé les haricots, à n'importe quelle heure, et puis l'heure du blanc sonne pour manger, il appelle son fils, Eric, viens manger. Et la femme noire, avec fierté, il a déjà mangé ici. Oh là là. Qui vous a donné le droit de nourrir mon enfant? C'est tout un problème. Et là, c'est le patron qui va appeler le boy pour lui faire des remontrances. Qu'est-ce que vous avez fait? Il ne fallait pas nourrir notre enfant. Il mange chez nous.
D'autant plus que l'enfant arrive maintenant à la table chez lui, il refuse de manger. Alors finalement, les parents disent, dès qu'on lui donne ça, je ne vais pas manger. On lui donne ça, je peux manger, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors il s'est renseigné auprès du boy pour dire, mais qu'est-ce que tu lui donnes à manger là derrière? Il dit du foufou, avec du poisson salé. C'est ça qu'il aime, oui. Alors, voici ce qu'on va faire. Moi, je ne veux pas laisser mon enfant manger chez vous sans que je sache qu'est-ce qu'il mange. Vous me dites les ingrédients. Je vous donne l'argent. Vous allez acheter, vous préparez chez moi dans notre cuisine. Comme ça, je sais qu'est-ce que mon enfant mange. Et on a fait comme ça. Et on a préparé exactement la même chose. Et on a appelé le petit. Il regarde la nourriture. Je ne vais pas manger. Je n'ai pas faim. Alors le blanc dit, ben, appelez son ami alors parce qu'il mange à deux. On appelle l'ami, hein, il trouve les fourchettes, les assiettes, des choses avec lesquelles il n'est pas habitué. Lui aussi dit, je n'ai pas faim. Alors les blancs en colère, ils les chassent tous les deux. Allez, sortez! Ils sortent, ils vont derrière à la boyerie. Et là, la femme africaine leur donne à manger. Et la vie se passe bien. Mais pendant qu'on vit comme ça avec les Européens, on commence à voir des nuages à l'horizon. Des nuages à l'horizon, c'est quoi? C'est que l'histoire suit son cours. Hein. Il y aura la guerre mondiale. Les Congolais sont venus aussi. Ils vont voir les Européens qui tombent aussi, qui meurent, qui pleurent comme tout le monde. Quand on a tiré sur lui, le sang coule aussi. Il dit, mais tiens, ils ne sont donc pas invulnérables. C'est des gens comme nous. Tout cela va participer aussi aux idées de l'émancipation. Alors à ce moment-là, on commence à parler de révolte. Et on commence à sentir du roussi, des nuages qui se pointent à l'horizon. Et là, certains blancs qui sont prévoyants se disent, le paradis ici est fini, il va falloir penser à retourner. Les couples dont il est question dans mon histoire décident de rentrer. Mais il y a une scène magnifique. Au moment où il décide de rentrer, monsieur est en train de faire ses valises. Et madame, ils étaient bien là-bas. Hein? Et puisqu'on a interrompu leur bonheur là-bas, ils se disent, nous et l'Afrique, c'est fini. Divorce, terminé. On fait une croix sur le Congo. On ne viendra plus jamais ici. Mais pendant eux mettent une croix, voici que les deux enfants, eux, se promettent de se revoir un jour. Et voilà, ils partent, le petit blanc est en train de pleurer, le noir est en train de pleurer et ils partent. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à des situations où des enfants qui s'entendent bien doivent être séparés? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors là, on va raconter quand même un peu l'histoire. Je voudrais dire un mot sur l'Afrique précoloniale. On entend des gens qui nous disent « Soyez reconnaissants vis-à-vis de nous. Hein. » Lorsque le roi a demandé pardon pour la colonisation, les anciens d'Afrique n'étaient pas d'accord avec lui. Hein. Pourquoi on a demandé pardon? C'était des sauvages. Nous les avons civilisés. Si on n'était pas parti chez eux, ils auraient tous crevé. Alors, ils doivent nous remercier. Nous, on ne doit pas demander pardon. Je n'entre pas dans ce débat-là de pardon ou de pas pardon. Je voudrais juste leur répondre. Mes chers amis, l'Afrique précoloniale n'était quand même pas une jungle. Hein? Il y a comme ça des idées comme ça préconçues où on pense que ces gens-là étaient dans les arbres. Il y en a même qui, à Kinshasa aujourd'hui, il arrive pour la première fois, il dit « J'ai pas vu des lions ». Il me dit « Les lions ne se promènent pas dans les rues de Kinshasa. Hein? Les lions ne se promènent pas dans les rues de Lubumbashi. » Alors cette Afrique coloniale, ce n'était pas un paradis non plus. Mais les gens vivaient quand même. Ils avaient leur manière de construire les maisons. Ils avaient leur manière de s'organiser aussi quand même. N'exagérons pas. Hein. C'était des maisons en paille, oui, mais c'est quand même un village. Dans ce village-là, eh bien, on va à la chasse, on va à la pêche, on rapporte de quoi manger. Et on vivait là comme ça. Mais il y avait quand même des moments où on avait des problèmes entre nous, c'est tout à fait normal. Quand vous étudiez l'histoire de l'Europe, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, vous aussi, comme guerre? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu, vous aussi, comme problème? Ça existait des problèmes partout. Mais il y avait aussi un certain obscurantisme là-dedans. Exemple, si quelqu'un meurt, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez savoir de quoi il est mort? L'autopsie? Très bien. Mais nous, on veut savoir de quoi il est mort, on appelle les féticheurs. Et il pouvait accuser quelqu'un à tort. Et celui qui avait été accusé, on pouvait lui faire du mal. Ces choses-là ont existé. Ou encore, l'enfant est malade, on vous dit c'est les sorciers. Au lieu de lui donner tel médicament, on va accuser quelqu'un. Et souvent, les Européens, quand ils sont venus, il y en a qui étaient en colère parce qu'on leur amène un enfant malade. Ils disent, mais vous avez traîné comme ça, pourquoi? Il fallait venir plus tôt. Mais en attendant qu'on vienne là, on essayait d'avoir autre chose qui n'était pas très efficace.
Ça, c'est quand même cette Afrique-là. Alors, quand on est entre nous, il nous arrive de reconnaître que, tiens, ce n'était pas toujours un paradis, là. Il n'y avait pas que ça, parce que l'Afrique était capable aussi d'innover, de faire des choses bien. Ce n'est pas les Européens qui nous ont appris à construire des choses comme ça. Et vous avez aujourd'hui des monuments comme ça au Mali, à Tombouctou, des monuments qui sont là depuis 1800, 1700, qui sont toujours là, solides. On fait avec de la boue, mélangé avec de la paille, avec je ne sais pas quel produit, et ça tient comme du ciment. On avait quand même ça aussi. On avait aussi des grands chefs. Chaka Zulu, c'est un chef de l'Afrique du Sud. Celui-là, il s'appelle Msiri, roi de Bayeke. Mais à propos de ce monsieur, je voudrais quand même vous raconter une histoire. Cet homme, le roi de Bayeke, c'est dans les Katanga, dans les environs de Bunkeya. C'était lui le chef. Mais c'était quand même un chef sanguinaire. Sur le pied de la palissade qui clôturait sa maison, il y avait des crânes. Des gens qu'il avait vaincus. Et c'était même un esclavagiste, ce monsieur-là. Mais alors, à la conférence de Berlin 1885, on décide que pour revendiquer un territoire, si quelqu'un veut dire le Congo m'appartient, il faut aller jusque là-bas, avoir l'allégeance des chefs locaux, des signatures, et puis planter le drapeau. Alors là, vous allez dire, oui, le Congo est à nous. Et ils sont arrivés chez cet homme-là. Ils arrivent et lui n'a pas voulu que les Belges plantent leur drapeau. C'était un certain M. Ster, accompagné d'un autre qui s'appelait Bodson. Il a refusé. Et il a quitté son palais, il est allé chez une de ses femmes, ce maître-là. Et alors, M. Ster est resté quelque part. Il a envoyé le capitaine Bodson, allez, tu me les ramènes. Mais alors, pour un chef africain qui est un roi, quelqu'un vient d'ailleurs et il va dire, ramenez-le-moi. Ça ne se faisait pas. Et alors, ils sont allés jusqu'où il était. Siri, M. Ster veut vous voir. Il dit, allez-vous-en, c'est moi le roi ici. Et alors, Bodson a sorti son revolver. Pan, il a tiré, il a tué le chef Msiri. Le fils de Msiri a pris aussi un fusil, pan, sur Bodson. Donc, pour la première fois en Afrique, voilà qu'un Belge va mourir et le roi meurt aussi le même jour. Alors, Sters, qui apprend qu'on a tué Bodson, il descend avec ses gens et il trouve la population en colère parce qu'on a tué le chef. Et quand on a tué le chef, on a pris la tête du chef, on a mis à un pied, on a planté. Ça, c'était un moyen de décourager toute la population. Mais le roi lui-même, il est là, le crâne est là. Qu'est-ce que vous allez faire comme résistance? Alors Sters va expliquer aux gens du village, vous avez perdu un homme, nous aussi nous avons perdu un homme. On ne va pas faire la guerre, entendons-nous. Et lui va superviser une réunion au cours de laquelle on va désigner quelqu'un d'autre pour prendre la place d'Msiri. Mais alors, aujourd'hui encore, quand on arrive à l'anniversaire de la mort d'Msiri, il y a une grande fête à Bunkeya pour commémorer. À ce moment-là, on va jouer la scène comme du théâtre. Mais pendant qu'on va jouer la scène comme du théâtre, on va d'abord aller au cimetière aussi nettoyer les tombes et tout. Alors, il y a un journaliste belge qui est allé assister à cette cérémonie. Et il a constaté qu'on nettoyait les cimetières, on nettoyait très bien la tombe de Msiri, mais on nettoyait aussi la tombe de son assassin parce qu'il est enterré là, Bodson. Et sur la tombe de Bodson, c'est marqué « Capitaine Bodson, mort pour la civilisation ». Et alors, le Belge qui demande aux gens de là-bas, mais comment pouvez-vous entretenir la tombe de quelqu'un qui a tué votre roi? Et les gens de Bunkeya lui ont répondu, nous sommes des lions, nous ne sommes pas des hyènes. Nous n'en voulons pas à l'ennemi déjà mort. Nous respectons. Et l'avoir sous nos pieds, c'est savoir que nous l'avons vaincu aussi, non? Je vous cite un autre, Béhanzin. Béhanzin, ça c'est un roi du Bénin. Quand les Européens viennent pour la conquête, les Africains ne comprennent pas. Mais c'est qui ces gens? Ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de la terre. Ils n'ont pas de la terre chez eux, mais on va leur donner de la terre. Mais quand ils viennent avec les armes, pourquoi les armes? À ce moment-là, un roi comme Béhanzin va dire, mais appelez-moi le roi, on va discuter. Et cet homme-là, on va lui tendre un piège. Les militaires vont venir avec un bateau, ils vont s'arrêter sur l'océan,
Et on va lui dire, tu prends ta femme, quelques notables, notre chef est venu, mais il est dans la maison sur l'eau, comme ça vous allez discuter avec lui. Et il a pris sa femme, quelques cadeaux pour aller discuter avec les Blancs. Il arrive à entrer, il entend dire, installez-vous ici, dans une cabine. Et dès qu'il s'est installé, paf, on a fermé. Destination Martinique. Vous vous imaginez, à l'époque où la géographie, nous ne la connaissons pas comme nous la connaissons aujourd'hui, on l'a amené à Martinique. Il arrive, il descend, exilé. Alors quand on vous amène à Martinique, comme ça, on vous exile, vous êtes loin de chez vous. Hein, vous n'avez plus vos femmes, vous n'avez plus des gens qui vous obéissent, qui disent c'est le roi, vous devenez simple citoyen. Qu'est-ce qu'il a été malheureux, ce monsieur. Il a été malheureux, il est tombé malade, il a supplié, s'il vous plaît, remettez-moi en Afrique. Après quelques années, on a dit, bon, il faut les remettre en Afrique. Mais si on les renvoie dans son pays, il va revenir avec un aura de quelqu'un qui va être un vainqueur. Non, on l'a renvoyé en Afrique, mais pas au Bénin, on l'a envoyé en Algérie. Et il est mort en Algérie. Ça, c'est l'histoire de l'Afrique aussi. Béhanzin. Ça, c'est le roi Mansa Moussa. On dit que c'est l'homme le plus riche de la planète parce qu'il avait de l'or, il y avait beaucoup d'or. Quand il est allé à la Mecque, comme tous les musulmans, dans toutes les villes où il passait, il y avait une inflation après parce que tellement il avait de l'argent. En un mot, je voulais vous dire que ça, c'est l'Afrique traditionnelle. Avec les villages, comme je vous ai montré là, avec des difficultés aussi, avec des guerres intertribales aussi, on ne peut pas les nier. Mais avec des grands hommes aussi, il y en a qui sont bien, mais il y en a qui étaient des sanguinaires aussi. Ça, c'était l'Afrique ancienne. Un peu comme si vous aussi, vous descendez dans votre histoire, vous allez voir que même dans l'histoire de l'Europe, vous n'avez pas que des belles pages. Et alors arrive l'époque des explorateurs. Et à propos des explorateurs, nous, en Afrique, on s'étonne toujours quand on entend un tel a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Il n'a pas découvert, nous, on savait que... On savait où se trouvait l'embouchure du fleuve Congo. Hein? Arrêtez de croire que c'est vous qui avez découvert. Qu'est-ce que vous avez découvert? Hein? Il arrive dans un village, on l'accueille très bien, on lui donne à manger, et il envoie des gens qui vont voir, bon, c'est par là, etc., etc. Ben, ça se passe comme ça. Et il revient, c'est moi qui ai découvert. Vous n'avez rien découvert, soyez modeste, soyez humble. Et alors, les explorateurs arrivent, et voilà. Ils vont quand même trouver l'Afrique déjà perturbée. Parce qu'à ce moment-là, les esclavagistes sont déjà à nos portes. Et les premiers esclavagistes qui sont venus à nos portes, c'était les Arabes. Si on compare l'esclavage des Arabes et l'esclavage transatlantique, vous avez des Européens qui nous disent « Mais puis, ne nous mettez pas au même plan ». Notre esclavage, l'esclavage que nous on a fait, ça vous a donné des métiers, hein? Tandis que de l'autre côté, eux, pas de métiers, hein? Parce qu'ils émasculaient les hommes. Ils ne veulent pas se reproduire. Ce qui veut donc dire que quand les Européens vont venir chez nous, eh bien, ils auront affaire aussi aux Arabes. Hein? Il faut se battre contre les esclavagistes. Et moi, je n'ai jamais été d'accord avec les gens ici qui, sans connaître l'Afrique, sans connaître l'histoire, ils condamnent, ils mettent tout le monde dans la même case. Et l'Européen qui est venu en 1885, et celui qui est venu en 1954, et celui qui est venu en 1970, vous considérez tous que c'était la même chose? Mais non, hein? Parce que ceux qui viennent à cette époque-là doivent d'abord pacifier le pays, doivent se battre contre les esclavagistes. Si on vous demande aujourd'hui quelle est la langue la plus parlée en Afrique, je ne sais pas si c'est la première, mais parmi les langues les plus parlées, c'est les Swahili, hein? Or, les Swahili, c'est un mélange de l'arabe et des dialectes côtiers. C'est pour ça que les Swahili, on les parle de la Tanzanie, au Congo, au Burundi, au Kenya. On remonte toute la côte. Mais c'était le chemin des esclavagistes. Et lorsqu'on en arrive même à créer une langue avec ces gens-là, c'est que ça avait duré quand même cet esclavagisme-là. Et quand les Européens viennent, il y a d'abord la guerre contre ces gens-là. Alors, vos détracteurs vont dire « Ouais, mais ils se sont battus contre les Arabes pour faire la même chose après. » Ben, je n'entre pas dans ces débats-là. Alors, nous avons 1885, conférence de Berlin. Et là, les Européens sont là avec une carte de l'Afrique. Ils se partagent l'Afrique comme une carte. Pendant ce temps, les Africains sont chez eux. Hein. Ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Et là, on se partage. Et quand on se partage, Léopold, roi de Belge, devient propriétaire du Congo.
Les premiers agents de Léopold II là, qui vont venir ne sont pas tous des Belges. Ils venaient de partout, des aventuriers. Et alors, quand ils venaient là-bas, eh bien, il y en a qui ont vraiment maltraité les gens. Là, j'en reviens maintenant à la première image que je vous montre, des gens qui disent « on va déboulonner ». Et je me dis « mais ils n'ont peut-être pas tort, parce que vous avez des statuts, des gens qu'on prend pour des pionniers de la colonisation, des héros. Mais quand on vous raconte ce qu'ils ont fait, vous allez dire, est-ce que ça mérite comme ça qu'on le mette ici en exergue comme ça? J'ai vu une plaque commémorative de Lemaire. J'ai vu une plaque commémorative de Storm. On va vous dire des pionniers de la colonisation tout court. Mais allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Eh bien, le jour où M. le maire est mort, on a retrouvé un carnet. Son carnet de bord, dans lequel il notait ses hauts faits. Et c'est écrit noir sur blanc. Je suis arrivé dans tel village. J'avais besoin de gens pour aller chercher du caoutchouc. Le chef a refusé. Je l'ai abattu, je l'ai jeté dans la rivière. Je suis allé dans tel autre village. J'ai trouvé, il n'y avait personne. J'ai dit, mais tiens, où est-ce qu'ils sont? Ils étaient tous cachés dans une grotte. Eh bien, j'ai fait couper des arbres, j'ai mis à l'entrée de la grotte. Nous avons mis du feu, on a fumé. Il y avait 114 morts. C'est lui-même qui l'a dit. Je suis allé dans tel autre village, j'ai tué autant. Et il le raconte lui-même. Ça, c'est monsieur le maire. Storm, lui, il est allé dans un village du Katanga, du côté de Tanganyika. Il a trouvé un chef. Et le chef ne voulait pas qu'on vienne comme ça lui donner des ordres. Eh bien, lui aussi, il a tué le chef, il a coupé la tête et il a ramené la tête en Belgique. Ben alors, vous pouvez comprendre ce qu'il dit, il faut déboulonner, il faut nous remettre, etc. Comment voulez-vous qu'un village soit tranquille, puisse prospérer si leur chef ne repose pas en paix, leur chef est dans un carton en Belgique? Quand la colonisation arrive, là c'est l'école maintenant, on nous apporte l'école. Mais attention, l'enseignement qu'on nous a apporté chez nous, ce n'était pas un enseignement où on va former des experts. Hein. Quand on a fait 5 ans primaire, on était bon pour être enseignant de l'école primaire, pour être catéchiste. Quand on a fait 3 ans en plus, c'est l'école normale. Mais pas des techniciens, pas des savants qui allaient inventer. Hein. Moi-même, j'ai été à l'école là-bas. Mais si vous me demandez maintenant l'éducation que j'ai eue, moi, chez les missionnaires, je vous assure, c'était parfois terrible, quoi. Des fois, on vit à l'internat, d'accord. Il y a quelque chose que nous réclamons. Par exemple, on nous a donné à manger des trucs qui sont pourris. On dit, non, non, ça, on ne mange pas. Aïe, 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 le père directeur était en colère, hein. Il avait toujours une technique. Hein. Dès que les élèves sont fâchés, qu'ils veulent se révolter, ou ils veulent revendiquer, qu'est-ce que le père faisait? Il faisait une enquête. Il cherchait le meneur. Et chaque fois qu'ils avaient trouvé un meneur ou des meneurs, ils commençaient par répondre aux revendications des élèves. Et une fois qu'il a répondu, il chasse le meneur. Les meneurs doivent partir de l'école. Ils vont donner la tête dure aux autres. Et vous voyez comment on forme des gens qui ne vont pas apprendre à prendre la parole, où on va récompenser des moutons qui sont derrière, parce que les vrais meneurs, on les a chassés de l'école. Voilà, donc là, c'est ceux qui sont venus là, quand on a tué un chef, on coupe sa tête. Ça, c'est aussi quelque chose de très grave que je voudrais vous dire. À Mons, ce qui est devenu université ici, jadis, il y avait une faculté qui s'est préoccupée de la craniologie. Et quand on se préoccupe de la craniologie, c'est qu'on mesure les têtes des gens. On calcule l'angle facial. Et on dit à quelqu'un, quand votre angle est redressé, vous êtes proche du blanc. Quand l'angle est fuyant, il est aigu, c'est proche du chimpanzé. Aujourd'hui encore, vous avez des guerres dans certains pays d'Afrique dont l'origine est là. Parce qu'il y en a à qui on a dit, mais vous n'êtes pas tout à fait des noirs. Hein? Vous êtes des blancs à la peau noire. Alors quand on a dit à quelqu'un, vous êtes un blanc à la peau noire, dans sa tête, c'est lui qui doit régner. C'est lui le chef qui doit diriger les autres. Et alors, quand il perd le pouvoir, il dit non, 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 moi, je suis le blanc à la peau noire, je ne peux pas perdre le pouvoir, je ne peux pas être dirigé par un tel. Et ça vous donne encore des guerres aujourd'hui. Mais quand vous voyez ces guerres, vous n'allez pas remonter pour savoir d'où ça vient. Hein? Nous allons voir seulement des gens qui se tuent, on va voir des bombardements, on va donner des armes, etc. Mais remonter un peu à la base, quoi. Ça vient de quoi? Et si on pouvait remonter à la base, je pense que ces gens qui ont amené ces sciences de craniologie, c'est pour ça qu'ils coupaient les crânes et ils les ramenaient aussi. C'était pour comparer, etc., etc.
Voilà, là, c'est les aveux du chef de M. le maire, là, qui dit, bon, j'ai tué les chefs, je l'ai jeté à la rivière. Il l'a jeté à la rivière. Et là, il est arrivé dans un village où il n'y avait pas de gens qui voulaient aller cueillir les caoutchoucs. Eh bien, lui, il a carrément brûlé le village. Et quand on brûle le village comme ça, après, vous arrivez, il y a 17, 18 morts, par exemple. Et voilà, les champions. À gauche, vous avez M. Storm. C'est lui qui a ramené le crâne de Lusinga. Et à droite, vous avez M. le maire avec des médailles, là. C'est lui qui a laissé le carnet dans lequel il parle de ces hauts faits qu'il a fait là-bas. Et voilà, ça c'est le crâne du chef Lusinga, qui est encore à voir aujourd'hui dans un carton. Donc si je reviens à la première image, ces gens qui crient on va déboulonner, qu'ils nous remettent, ben, ils demandent de remettre ça. Est-ce que c'est pas logique qu'on vous demande de remettre la tête de notre chef? Le chef a le droit de reposer en paix, oui ou non? Congo belge. Au Congo belge, il y a aussi de belles pages. Pourquoi je vous montre ça? Parce que les Européens ont fait du bon travail avec nous, ensemble. Là, c'est la direction. Oui, là, c'est les scories et la cheminée. Quand vous voyez, ça veut dire Lubumbashi. Je vous signale que cette entreprise a engagé plus de 35 000 travailleurs. Et les Européens qui sont venus à ce moment-là chez nous, ils se sont préoccupés aussi du social des habitants. Les meilleurs hôpitaux, c'était à la Gécamine. Les meilleures écoles, c'était là aussi. Mais les meilleures écoles, c'était les prêtres aussi. Mais la Gécamine, c'était un endroit où n'importe quel service de l'État, même l'armée, il y a un problème grave au Congo, on pouvait dire contacter la Gécamine. Et la Gécamine était tellement riche qu'elle pouvait trouver des solutions. Et ça, c'est des choses que, noir et blanc, nous avons fait ensemble. Quand on vous dit le cuivre, quand on dit le cobalt, quand on dit l'uranium, c'est pas comme les diamants. Les diamants, on ramasse un diamant. Mais le cobalt, vous ne les ramassez pas, vous prenez la terre riche en minéraux. Et cette terre va être amenée au concentrateur. Avant d'aller au concentrateur, elle vient de la mine. Et la mine peut être soit souterraine, soit à ciel ouvert. Et alors, on va au concentrateur, on fait des mélanges avec les produits chimiques et on sépare les éléments. Ce qui est plus lourd va là-bas, ce qui est comme ça va là-bas. Les chimistes savent comment ils font. Alors, ils séparent les zinc, ils séparent le cuivre, ils séparent le cobalt. Tout ça est séparé. Et quand on a fini de séparer, on va au four pour faire des lingots. Et quand on a fini de faire des lingots, la dernière vignette en bas, là, vous voyez, c'est la gare, n'est-ce pas? On met dans des wagons et on amène ça au port, vers Hoboken, en Belgique. Les entreprises chez nous ont été bâties de manière telle que la dernière opération qui donne de la valeur à ce que vous avez produit, elle devait se faire en Belgique. Comme ça, vous n'avez qu'à creuser pour sortir de la mine. Vous pouvez aller mener au concentrateur, vous pouvez mener au four, mais le raffinage se fait à Hoboken, la dernière étape. Imaginez des gens qui ont du pétrole. Et vous faites une entreprise où vous exploitez le brut. On sort le brut, d'accord. Mais le raffinage en Occident. C'est comme ça qu'on avait organisé pour que l'Afrique soit toujours dépendante de l'Occident. Les 25 000 Belges de la colonie, tenez bien, les 25 000 Belges de la colonie, touchaient comme salaire l'équivalent des salaires de 12 millions de Congolais. Comment voulez-vous que ces gens se considèrent comme des gens d'égal à égal? Pas possible. C'est ainsi que, un jour, moi, j'ai vu un Belge qui arrive, il me dit, monsieur, vous touchez combien, vous? J'ai dit, je touche 1000. Il dit, 1000? Et il sort un billet comme ça. Ça? Il dit, oui. Il dit, moi, j'ai 80 000. Je dis, ben, toi, tu es blanc. Alors, si c'est ça, comment voulez-vous qu'on puisse traiter d'égal à égal? Parce qu'à ce moment-là, celui qui touche, il est au-dessus. Hein? La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, dit le proverbe. Alors, on va donc pas, tout ça va provoquer des problèmes et on va parler de la décolonisation. Et quand on parle de la décolonisation, les politiciens qui vont se mêler de la décolonisation, qui seront des pionniers, qui vont réclamer ceci et cela, ben, vous en connaissez celui-là, il est célèbre, hein? Lumumba. Et vous savez très bien comment Lumumba a fini. On l'accusait d'être proche des communistes. Parce qu'à l'époque, avec la guerre froide, si vous tendez vers le communisme, les capitalistes ne sont pas d'accord avec vous. Et vous avez connu son histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est parmi les pionniers de l'indépendance et il va être tué. Alors là, c'est la force publique
Quand on a eu l'indépendance, un officier de la force publique a dit après l'indépendance égale avant l'indépendance. Ça veut dire pour vous, rien ne changera. C'est ce qui a provoqué la mutinerie là-bas aussi. Et alors après, nous avons eu les nouveaux maîtres. Hein, on voulait l'indépendance, oui, et puis on a eu les nouveaux maîtres. Et Mobutu, tout le monde le sait, c'était un agent de la CIA. Hein. Celui-là, Idi Amin, il vient de l'Écosse aussi. Hein. C'est disait le premier des Écossais. C'était nos nouveaux maîtres. Alors nous qui avions voulu l'indépendance, quand on arrive à des dictateurs comme ça, qui vous écrasent quand vous osez dire quelque chose, on avait déchanté. Hein. Mais est-ce que le désenchantement va aller jusqu'à dire on était mieux qu'avant? Non, on a dit notre souffrance continue, cette fois-ci avec nos propres frères. Et on pourrait se poser la question. Et l'avenir, comment est-ce que vous voyez l'avenir entre nous et la Belgique et le Congo? Mais moi je dis, il faut tourner les regards maintenant vers l'avenir. Est-ce qu'on divorce, comme ça se passe au Niger, comme ça se passe au Mali? Je ne sais pas si les Congolais diraient ça. Les Congolais n'en sont pas à ce point-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on pourrait se respecter, tiens. Et se respecter, c'est quoi? C'est-à-dire collaborer, mais dans le respect mutuel. Et le respect mutuel commence par une égalité des chances donnée à tout le monde. J'ai déjà vu parmi mes professeurs un Canadien qui arrive dans une école comme professeur et le jour de la paye, lui, il avait une mallette comme ça et la petite chose comme ça c'était pour tous les autres professeurs. Ça lui a fait tellement mal, il a renoncé à son salaire de coopérant. Et même nous, on a eu pitié de lui, on a dit, Renaud, accepte. Si tu veux, tu prends, mais tu nous donnes. Et lui voulait renoncer carrément à ces salaires-là. Mais comme c'était un philosophe, il voulait nous apprendre des choses, que l'argent, c'est pas important. Il a quand même renoncé. Et nous lui avons dit, Renaud, tu vas crever. Nous savons déjà vivre avec peu. On est endurci. Tu ne sauras pas. Il dit, si vous savez vivre avec peu, je saurai moi aussi. Et il a renoncé à son salaire. Il a fait 3-4 mois sans être payé pour être recyclé, comme ça se passe avec les Congolais. Et puis un jour, il vient nous annoncer, j'ai mon salaire de Congolais, maintenant je suis comme vous. Et il a trouvé que maintenant qu'il était comme nous, il avait le droit maintenant de nous dire des choses. Alors qu'avant, dès qu'il disait quelque chose, ouais, mais parce que toi tu touches bien, hein, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et là, comme on avait le même salaire, on pouvait se parler. Mais voilà que cet homme-là, avant qu'on arrive à la fin de l'année, il y a eu un problème entre le gouvernement et la société qu'il avait envoyée chez nous. Il y a eu rupture de contrat. Et on a dit, allez, tous les coopérants doivent rentrer. Mais alors, ils avaient déjà beaucoup d'argent en francs congolais. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On dit, mais Renaud, qui lui a un contrat congolais, n'est pas renvoyé. Il est resté. Et on a pris tout cet argent-là, on lui a donné. Et il nous a dit, vous voyez, je ne voulais pas de l'argent vient à moi. Il a dit, mais tu nous les donnes. Et il a amélioré la vie à l'internat. Des gens comme ça existe, hein, des fous bien. Donc, respect mutuel. Alors, quand je dis collaboration dans le respect mutuel, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que je suis étonné, moi. Je me promène en Belgique, je vois un jeune Belge qui a 65 ans. Je pèse mes mots. Un jeune Belge qui a 65 ans. Il est fort. Et on me dit, non, il est pensionné, il n'a plus rien à faire. Et je revois lui-même qui se met dans la peau des retraités, c'est fini. En Afrique, on ne fait que monter, hein. On ne descend jamais. Mais ici, on me dit, non, tu montes, et puis à un moment, tu ne travailles plus, tu commences à descendre, même dans le respect. Ah non, hein. Chez nous, on monte des grades. On ne descend jamais. Alors j'ai dit aux jeunes Belges de 65 ans, 66, 67, on ne veut pas de vous ici, mais venez avec nous au Congo. Quand je vais dire venez avec nous au Congo, vous allez dire, mais puis vous nous avez chassés de là. Qui vous a chassés? On ne vous a pas chassés. Ou alors, vous allez dire, mais dans quel domaine? Mais je vous dis qu'il y a des domaines, je dis bien domaines, où votre présence pourrait être encore utile. Est-ce que vous savez que dans mon pays, ma mère, je prends l'exemple de ma mère, ma maman peut vivre 70, 80 ans, mourir sans jamais avoir eu la chance d'être consultée par un bon médecin,
un cardiologue, un gynécologue. Non. Tu arrives dans un village, tu trouves un vieux infirmier, celui le docteur du village. Je vous signale que dans mon pays, aujourd'hui, les gens n'ont pas de pièces d'identité. C'est la carte d'électeur qui sert de pièce d'identité. Alors vous vous imaginez tous ces jeunes de 65 ans qui ont la maîtrise de l'informatique, par exemple, qui aideraient à reconstituer l'état civil dans des communes, que tout le monde puisse avoir une carte d'identité. Il y a des domaines où c'est encore ouvert. Mais vous allez me dire, oui, mais puis est-ce que c'est possible? Ben, si on vient dans le cadre, dans le respect mutuel, vous ne venez pas pour toucher 80 fois plus que moi. Si vous venez avec l'idée que les biens de la terre doivent être répartis de manière plus ou moins équitable, c'est possible. Et là où il y aurait comme ça difficulté de nous entendre, il y a des moyens de mettre des passerelles. Et les passerelles, c'est ce que je suis en train de faire là. Je mets des passerelles entre les peuples. Et si vous exploitez bien les passerelles que je mets, eh bien, ça peut aller. Et qu'est-ce que nous souhaitons pour notre pays, nous le Congo? On souhaite l'avenir du Congo, que ce soit un Congo uni. Pourquoi je dis Congo uni? Parce que en Europe, il y a eu un complot contre notre pays. On a décidé de balkaniser le Congo. Couper un morceau du Congo, les donner à un pays que je ne vais pas citer, que vous connaissez tous. Et là, je vous dis, de quel droit vous décidez ça ici en Occident? De quel droit? Et alors, nous, on a vu ce complot-là. On l'a dénoncé. Je le dénonce encore aujourd'hui. Et ceux qui étaient partisans de cette idée-là sont en train de reculer. Parce qu'ils ont vu que l'air protégé, là, n'était pas aussi sain qu'on le croyait. Alors, grâce peut-être à Mukwege aussi, hein, qui a beaucoup parlé, qui a témoigné, qui a expliqué toute l'horreur qu'on a fait aux femmes dans l'Est du Congo, où il y a encore la guerre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on y découvre des minéraux de plus en plus riches. Alors nous, on veut un Congo uni, un Congo fort, un Congo prospère. Mais est-ce que c'est possible? Ça, c'est des images d'espoir. Regardez un peu cette fille africaine. Et qui est derrière elle, comme on prend les vues africaines? C'est un blanc. Et ce blanc, 35, 40 ans après, sa maman lui montre l'album. Et ce blanc revoit cette photo. Et là, quelque chose le prend dans ses tripes-là. Il fait le voyage. Il va au Sénégal pour rechercher cette fille-là. Et voilà, c'est la fille. C'est la dame. Qui voit lui revenir le bébé qu'elle avait pris au dos tout pendant des années. C'était elle, la nounou. Et le blanc qui descend en Afrique, au Sénégal, qui cherche, qui retrouve la dame. Ces images, ça a existé. Vous n'allez pas me dire que les ponts sont cassés. Il y a eu quelque chose, il y a un lien. Et voilà, il est allé retrouver la dame. Non seulement il lui a apporté des cadeaux, il lui a même garanti un salaire jusqu'à la fin de sa vie. Et les deux, là, que sont-ils devenus? Ils s'étaient séparés en se disant, un jour ou l'autre, on se reverra. Mais voilà que chacun est resté de son côté, l'autre est allé de son côté, mais curieusement, par coïncidence, tous les deux ont fait de bonnes études. Imaginez que l'autre est médecin aussi. Alors le médecin africain il a l'occasion de venir en Europe pour faire un stage. Et lui, il va en Europe avec une seule idée, retrouver mon ami. Et voilà, il le retrouve. Mais pendant qu'il va pour retrouver son ami, vous voyez là c'est la copine du blanc. Et pendant qu'ils vont vers l'aéroport, ils trouvent ces manifestants qui disent il faut déboulonner. Et la fille, la copine dit à son copain, il dit attends, les Noirs sont en train de nous insulter et toi tu vas chercher un Noir à l'aéroport. Et lui il répond, c'est pas un Noir, c'est mon ami. Et voilà, il va les retrouver. Et l'ami qui vient, il a apporté un cadeau, un objet artisanal, fait par son papa, pour son ancien patron, qui au moment où il va recevoir le cadeau, il dit, on nous demande de restituer, vous nous en apportez encore. Une manière de dire que tout n'a pas été volé, hein? Par courtoisie, par amitié, on peut avoir donné aussi une statuette à quelqu'un. N'allez pas juger trop sévèrement les gens, croire que tout ça a été volé.
Et il dit, ils vont passer de bons moments, ils vont se raconter. Et l'autre va dire, mais ton papa, je voudrais le voir. Il est où ton papa? Le pauvre, il n'est plus dans la belle maison du Congo. Il est dans une maison de repos. Et voilà l'objet qu'on lui a apporté d'Afrique. Et il va dire juste une chose. Je ne vais pas revenir sur notre séjour chez vous. On aurait peut-être dû mieux faire. Mais je ne souhaite qu'une chose. Vous, aujourd'hui, faites mieux que nous. Un jour, je me promène. Et je vois venir devant moi une dame qui a un peu plus que mon âge. Elle avait l'air distinguée comme ça. Mais elle était malade, elle marchait avec une canne. Elle avait un petit chien qu'elle tirait derrière. Et dès que je vois la dame, je m'approche d'elle, je dis « Bonjour madame ». Elle dit « Bonjour ». La manière dont elle m'a répondu, j'ai vu qu'elle avait le soleil d'Afrique dans ses yeux. Nous savons voir ça. Alors je lui dis « Madame, je vais deviner quel métier vous avez fait quand vous étiez jeune. » Elle me dit « Vous ne devinerez jamais. » J'ai dit « Si, je vais deviner. » « Je sais, madame. » Dit quoi? « Tu étais mannequin? » Je dis « Non, monsieur, non, pas mannequin. » Et puis il dit « J'ai travaillé dans la pâtisserie à Lubumbashi. » Quelle coïncidence, je viens de Lubumbashi. Dès qu'elle me dit « J'ai travaillé dans la pâtisserie à Lubumbashi », je dis « Madame, ne me dit plus rien, je vais deviner qui vous êtes. » Elle s'était. Elle dit « Vous êtes Monique ?» Je dis « Oui, je suis Monique. » Parce qu'à Lubumbashi, la meilleure crèmerie de la ville, c'était elle. Et c'était écrit chez Monique. Donc de la même façon que vous avez la Madeleine de Proust. Nous, on pouvait parler de la crème de chez Monique. Et alors, j'ai dit, Monique, tiens-toi là. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, tu vas parler aux Congolais. J'ai dit, mes chers amis congolais, je viens de retrouver Monique. Vous n'allez pas me croire, elle est là. J'ai dit, Monique, parle aux Congolais. Monique n'a pas pu parler. Monique n'a fait que pleurer. C'est là que j'ai passé mes plus belles années de ma vie. C'est pas encore grave jusque-là. Je pose quelques questions et je fais un petit film de Monique. Et j'ai une chaîne YouTube à laquelle je vous demande de bien vouloir vous abonner, Pichibanda TV. Et je poste la vidéo de Monique. Eh bien, en 2 jours, j'avais plus de 20 000 vues. Ça venait du Canada, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, du Congo, de partout. Et les gens rappelaient leurs souvenirs. Ma fiancée à moi, c'est chez Monique qu'on allait se retrouver. Chez Monique, on y allait avec mon papa quand j'étais enfant. Chez Monique, tout le monde a déballé des souvenirs en rapport avec la crèmerie de Monique. Mais il y a quand même un type qui a dit « Moi, j'ai un mauvais souvenir, hein, monsieur. Je venais de l'école, quand je suis passé chez Monique, devant chez Monique, ça sentait tellement bon. Et je me suis dit, ou je mange la crème, et j'arrive chez moi en retard, mes parents vont me punir, ou je ne mange pas et je vais chez moi, je paye le bus. Je dis, monsieur, j'ai mangé la crème de chez Monique. Je suis arrivé chez moi en retard, j'ai été puni par mes parents. Alors, les gens ont commencé à réagir à la vidéo. Et en réagissant à la vidéo, les Congolais vont lancer une idée. Et si on faisait une cagnotte pour renvoyer Monique au Congo? Vous vous rendez compte? Au moment où les autres disent France dehors, là les Congolais lancent l'idée de faire une cagnotte en faveur de Monique. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que représente une cagnotte faite par des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est que ça vient du cœur. Et quand on a eu suffisamment d'argent dans la cagnotte, on est allé voir Monique. Monique, il faut que tu ailles à Lubumbashi. En même temps, on redoutait le voyage. Heureusement pour nous, c'était la pandémie. Monique ne pouvait pas voyager. Elle nous a supplié, je ne peux pas voyager. Et les Congolais ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a récolté pour elle? Eh bien, on va lui acheter un grand tableau. Et on a acheté un grand tableau. Et on a demandé à Monique de venir chez moi pour récupérer le tableau. Et alors, je vais vous montrer cette image de Monique. Et on va terminer en beauté.
Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui jugent trop sévèrement les autres. Croire que parce que quelqu'un est né au Congo, qu'il a été au Congo, vous allez croire que c'est lui qui a fait tout le mot du Congo. Non, c'est pour ça que je conclus avec une phrase. Lorsqu'au soir de notre vie, chacun de nous regardera dans son rétroviseur, il se rendra compte que l'histoire à laquelle il a participé n'a pas que de belles pages. Mais il pourra néanmoins se consoler d'avoir écrit, lui, à la première personne, quelques chapitres témoignant de notre humanité. Phrase de votre serviteur. Merci. Alors maintenant, je vous présente la scène avec Monique. Et là, c'est la ville de Kinshasa déjà. Générosité de cœur, c'est extraordinaire. Et c'est grâce à une rencontre du hasard que les glaces de Chamonix ont ravivé le cœur et la passion des Congolais et des Niçois. Et pour ça, merci. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, ça me fait plaisir, après le Covid, que nous buvions un verre. Mais oui. Ça me ferait plaisir de vous recevoir. Oui, oui. Voilà. Voilà. Et Tchanga. Tchangalala. Tchanga. Vous avez la mélodie, maintenant j'ajoute les rythmes, écoutez ce que ça donne. Tchanga, tchangalala, tchanga. 1, 2. Tchanga, tchangalala, tchanga. Maintenant avec un peu plus de conviction. Tchanga, tchangalala, tchanga. 1, 2. Tchanga, tchangalala, tchanga. Vous avez compris, maintenant à chaque fois que j'entonne, vous ne faites que ces refrains-là. On y va. Tchanga, tchangalala, tchanga. 1, 2. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu waluka no monshengwe. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyao. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu kikabanga kimbu yao. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu misasa ibabandi. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu mabela sansakani. Tchanga, tchangalala, tchanga. Mwambombo kuikadi ni twanda. Tchanga, tchangalala, tchanga. Kuikadi wakambila bayeba. Tchanga, tchangalala, tchanga. Ni nyonyi kindeji wa mwana. Tchanga, tchangalala, tchanga. Tusonga ntefu tumwasa. Tchanga, tchangalala, tchanga. Kambila wachinyi mwanetwe. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyao. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu kikabanga kimbu yao. Tchanga, tchangalala, tchanga. Nyonyi wetu misasa ibabandi. Tchanga, tchangalala, tchanga.
Nyonyo tumabela sansagani changa changa la la changa. Eh bien, voilà. Bonsoir Pichi Banda. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien après votre spectacle. Vous parlez justement au début de celui-ci du mouvement Black Lives Matter qui a démarré en 2020, qui est parti d'un fait qui s'est produit aux États-Unis. Est-ce que quand vous l'avez vu, vous vous attendiez à un tel mouvement qui allait se mettre en place après dans le monde entier avec les conséquences qu'on connaît? Mais non, on ne s'y attendait pas parce que ce n'était pas la première fois qu'un noir était tué de cette manière-là. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux? C'est grâce à la médiatisation que ça a pris de l'ampleur. Je ne m'attendais pas. Et il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde, notamment à Bruxelles. Est-ce que ce sont des manifestations que vous avez soutenues, appuyées? J'ai soutenu, j'ai appuyé, mais je ne suis pas quelqu'un qui veut me retrouver dans la foule, en train de marcher, de faire du bruit. Je les soutiens de cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui va militer, etc. C'est ça la différence. Mais je comprenais leur démarche. Hein. Mais en même temps, c'est un peu ma démarche aujourd'hui, c'est de dire, même si je ne suis pas avec eux dans la rue, j'ai ma manière de réagir. Et ma manière de réagir, c'est ce que je fais ce soir. Et pendant que les autres sont là en train de dire, on va détruire les monuments, on va faire ceci et cela, ils nous ont fait, les autres qui se défendent, ils me disent, puis viens avec nous. Moi, je n'ai pas envie d'aller avec eux. Pourquoi je n'ai pas envie d'aller avec eux? Parce que je pense qu'il y a autre chose à faire, il y a moyen de s'y prendre autrement. Et autrement, c'est quoi? Mettons-nous à table et allons discuter. On a beaucoup parlé de la suppression, de la décolonisation de l'espace public, de la suppression des monuments qui peuvent glorifier un peu le passé colonial. Pour vous, justement, est-ce qu'il faut expliquer ces monuments? Est-ce qu'il faut les conserver ou est-ce qu'il faut les supprimer complètement? Je pense qu'il y a un tri à faire. Il ne faut pas supprimer. C'est l'histoire d'un peuple. Hein? Les enfants doivent apprendre l'histoire. Mais je pense que le problème qu'il y a ici, c'est qu'on mélange un peu tout. Dans les monuments, là, il y a des gens qui méritent peut-être d'être là. Si quelqu'un me dit, tiens, ça c'est le monument du père Damien, qui n'a rien à voir avec le Congo, mais qui a affaire avec l'île de Molokai, où quelqu'un sacrifie sa vie pour aller soigner des lépreux considérés comme des pestiférés. Des gens comme ça, ils méritent monument, tu vois. Mais j'ai vu, par exemple, à Mons, tu trouves un certain monsieur Lemaire, qui a une plaque qui le représente. Là, sur la plaque, on va vous dire pionnier de la colonisation. Mais quand on regarde lui-même, au moment où il meurt, on trouve un carnet dans lequel il a noté ce qu'il croyait être ses hauts faits. Et ses hauts faits, c'est quoi? J'ai tué un chef de tel village, j'ai brûlé tel village, j'en ai tué 100, j'en ai tué 10, etc. Mais des gens comme ça ne méritent pas d'avoir des monuments sur la place publique. Hein. Donc, il y a un tri à faire là-dedans. Et par exemple, ce type de monument-là, il faut le supprimer ou le mettre en contexte, expliquer mieux aussi l'histoire qui se cache derrière ce personnage. Je ne sais même pas s'il faut expliquer. C'est quelqu'un qu'on doit... Il faut dénoncer ce qu'il a fait. Prenons l'exemple de M. Storm, qui lui a pris la tête de Lusinga, qui est encore dans un carton ici à Bruxelles. Mais lui, j'ai vu qu'à Tervuren, son monument était mis en vue. On l'a enlevé, on l'a mis dans les archives. Hein. Que ça reste dans les archives pour les spécialistes qui veulent étudier l'histoire. Mais mettre comme ça, à la vue de tout le monde, comme si on les présentait comme des héros, que les jeunes doivent suivre, ça non. Et les plaies mal cicatrisées, c'était quelles plaies? Les plaies de l'esclavage et les plaies de la colonisation. Alors là, vous avez des gens qui se jettent la balle. Quand vous êtes venus chez nous, vous avez fait ça. Et les autres qui répondent, si on n'était pas venu chez vous, qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Je n'oublierai jamais un type qui dit à un médecin congolais, réjouis-toi que nous soyons venus chez toi, non? Tu es docteur aujourd'hui. Si on n'était pas venu chez toi, tu serais en train de planter le manioc aujourd'hui. Et à une dame universitaire africaine, quelqu'un dit, réjouis-toi madame, si on n'était pas venu chez toi, en ce moment tu serais la 15e femme d'un chef coutumier. Est-ce qu'on va aller dans ce sens-là? Se jeter la balle comme des ping-pong? Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je suis moi de ceux qui disent, vous avez des choses à dire les uns aux autres. Très bien, asseyons-nous, tiens. Et parlons. L'Africa Museum a publié une étude il y a 1 an disant que la population belge connaît en fait très mal le passé colonial de la Belgique. C'est ça que vous cherchez un peu à restaurer aussi à travers ce spectacle, c'est rappeler l'histoire, qu'on comprenne finalement d'où on vient, quelle est l'histoire qui est vécue entre le peuple congolais et le peuple belge.
Oui, parce que la Belgique n'enseigne pas l'histoire de la colonisation dans les écoles. Les jeunes n'y comprennent rien, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas pourquoi les gens manifestent, etc. Alors moi je me dis, il faut bien qu'ils les sachent, alors il faut apprendre l'histoire, parce que pour pouvoir nous entendre, il ne faut pas qu'il y ait de la rancœur, il faut qu'on dise ce qu'on a sur le cœur. Et même dans les livres d'histoire ont été écrits par les Européens, tu vois. Alors à ce moment-là, on va dire... l'écrivain nigérien Achebe qui a dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse sera toujours écrite à la gloire des chasseurs. » C'est la même chose. Les Européens ont vu, ils ont écrit, mais ils ont écrit de leur point de vue. C'est l'heure à sonner pour que nous, Africains, on puisse aussi dire de notre point de vue. Alors à ce moment-là, nous allons nous rapprocher, parce que moi je vise de mettre des passerelles entre les peuples. À propos des explorateurs, nous en Afrique, on s'étonne toujours quand on entend un tel a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Il n'a pas découvert, nous on savait que... on savait où se trouvait l'embouchure du fleuve Congo. Hein? Arrêtez de croire que c'est vous qui avez découvert. Qu'est-ce que vous avez découvert? Hein? Il arrive dans un village, on l'accueille très bien, on lui donne à manger, et il envoie des gens qui vont voir, bon, c'est par là, etc., etc. Ça se passe comme ça. Et il revient, c'est moi qui ai découvert. Vous n'avez rien découvert, soyez modeste, soyez humble. En 2020 aussi, il y a eu une commission spéciale qui s'est mise en place pour examiner le passé colonial de la Belgique. Ça a été 2 ans et demi de travail, des recommandations qui ont été émises. Et finalement, pourtant, il n'y a pas eu d'accord politique au terme de ce travail. Il n'y a pas eu d'excuses officielles. Le roi Philippe a exprimé des regrets, mais jamais d'excuses. Est-ce que vous comprenez cela? Mais les Européens sont des malins. Pourquoi ils refusent de présenter des excuses? Ils disent des regrets. Parce qu'ils craignent qu'en s'excusant, que les autres disent, vous allez nous dédommager, tu vois. C'est ça la crainte. Mais je pense que l'idée de dire que la colonisation fut une entreprise d'exploitation, cette idée-là a été reconnue. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à un accord? Parce qu'ils sont un peu à l'extrême. Vous avez certaines personnes qui veulent reconnaître, mais ils vont aller trop vite dans la culpabilisation de ce qui était chez nous. Ils sont même plus sévères que ne le sont les Africains eux-mêmes. Alors, ceux qui ont été chez nous sont là aussi à se défendre. Non, vous voyez mal, ça n'a pas été comme ça. Si nous avons fait ça, c'était dans telle circonstance, etc. Donc, ils s'est tiraillés là. Ils ne se sont pas mis d'accord, tu sais. Mais, en même temps, en résumé, il faut carrément reconnaître que les deux camps reconnaissent qu'il y a de l'exploitation. J'ai donné des chiffres aujourd'hui. Donc, les 25 000 Belges de la colonie, ils touchaient l'équivalent du salaire de 12 millions de Congolais. Est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un qui touche autant? À ce moment-là, il est toujours au-dessus. Hein? Alors, et même comme je montrais la ville, il y avait les quartiers des Blancs et les quartiers des Noirs. Alors, qu'est-ce que c'était différent de l'apartheid? C'était dans la même nature que l'apartheid, mais peut-être à un degré un peu en dessous. Voilà, c'est pour ça que, voilà, ils ne sont pas arrivés à un accord politique, oui. Mais vous parlez dans le spectacle d'arriver de l'importance d'avoir un respect mutuel. Est-ce que ce respect mutuel, il est possible sans excuse? Ah oui, mais sur ce point-là, nous les Africains, on n'est pas... On sait comprendre quelqu'un qui parle entre les lignes, tu vois, même dans le couple. Hein. Tu peux dire, moi, je ne vais pas, etc., etc., alors que je sais que c'est ce que tu veux. Tu dis non, alors que je sais que tu veux dire oui. Donc nous savons voir là où quelqu'un reconnaît. Mais vous allez dire, mais reconnais-le, dis-le, dis-le. Nous, on ne pousse pas quelqu'un dans les filets comme ça. On sait qu'ils reconnaissent. Et si quelqu'un ne reconnaît pas, on les laisse à son niveau de mauvais perdants, malhonnêtes, qui ne veut pas reconnaître. Alors celui qui veut qu'on les respecte, il n'a qu'à les reconnaître. Est-ce qu'on divorce, comme ça se passe au Niger, comme ça se passe au Mali? Je ne sais pas si les Congolais diraient ça. Les Congolais n'en sont pas à ce point-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait alors? On pourrait se respecter, tiens. Et se respecter, c'est quoi? C'est-à-dire collaborer, mais dans le respect mutuel. Et le respect mutuel commence par une égalité des chances donnée à tout le monde. Il y a eu toute une série de coups d'État récemment dans plusieurs pays africains, et notamment au Niger. On a vu que beaucoup de citoyens semblaient un peu considérer que la France est trop impliquée dans la vie de leur pays. Est-ce que c'est une suite, ce qu'on vit maintenant, notamment au Niger, est-ce que c'est une suite de l'époque coloniale ou est-ce que c'est un prétexte pour évincer les chefs d'État?
Non, 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 ce n'est pas un prétexte. C'est une suite de ce qu'on a vu dans la colonisation. Parce que contrairement à nous autres Congolais qui avons été colonisés par les Belges, les Français ont continué un peu une manière de coloniser à travers le franc CFA. Tu vois? Et tous ceux qui sont dans le franc CFA, je ne connais pas les détails, mais il semble qu'ils perdent beaucoup d'argent avec la France. La France prend de l'argent sur le franc CFA, qu'on avait même décidé de dire, ben, pourquoi on va continuer à être avec la France? N'oubliez pas qu'en France, ils ont eu aussi des présidents arrogants qui se sont engagés dans des guerres parfois qu'ils ont provoquées. Allez, je donne l'exemple de la Libye. Ben, vous allez oublier, nous, on n'oublie pas. Hein. De quel droit un pays va dire, tiens, on va dégommer la Libye? Mais quand on va en profondeur, on s'est dit, pourquoi on est allé tuer Kadhafi? Est-ce pour les raisons pour lesquelles on l'a tué ou bien il y avait des choses en dessous? Il y avait des choses en dessous. Hein. Sarkozy est accusé d'avoir eu de l'argent de Kadhafi pour sa campagne électorale, entre autres. Hein. Il y a des gens qui l'ont accusé de ça. Lui-même a été condamné après. Donc ça nous a fâchés quand même. Ensuite, Kadhafi était sur le point de faire en sorte que tous les Africains aient une monnaie commune. Et là, il s'attaquait au plus fort, hein, aux Français, aux Américains, tu vois. Donc derrière la mort de Kadhafi, il y a beaucoup de choses. Et au moment où on est allé envahir l'Irak, on nous avait dit qu'ils avaient des armes de destruction massive. Or, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas des armes de destruction massive. Mais on l'a quand même tué. Et on a fait de l'Irak une ruine. Mais est-ce qu'on tire des leçons, oui ou non? La même chose en Libye. La Libye d'avant Kadhafi et la Libye d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc, quand est-ce que les Européens vont apprendre à tirer des leçons, à ne pas... Et même Sarkozy, il avait déclaré, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Tu vois, des phrases que nous, on retient. Ah, on n'est pas encore entré dans l'histoire? Très bien, ils sont en train d'entrer dans l'histoire maintenant, en foutant les Français dehors. Donc, on veut des gens qui nous respectent. Et moi, je peux vous montrer aussi un document où, pour revenir au Congo, Sarkozy prônait que le Congo cède une partie au Rwanda. Mais le rapport, par contre, entre le Congo et la Belgique, là, est différent entre les Congolais et les Belges. On le voit avec l'exemple de Monique dont vous parlez à la fin du spectacle. Un jour, je me promène et je vois venir devant moi une dame qui a un peu plus que mon âge. Elle avait l'air distinguée comme ça. Mais elle était malade, elle marchait avec une canne. Elle avait un petit chien qu'elle tirait derrière. Et dès que je vois la dame, je m'approche d'elle, je dis « Bonjour madame ». Elle dit « Bonjour ». La manière dont elle m'a répondu, j'ai vu qu'elle avait le soleil d'Afrique dans ses yeux. Nous savons voir ça. Alors je lui dis « Madame, je vais deviner quel métier vous avez fait quand vous étiez jeune ». Elle me dit « Vous ne devinerez jamais ». J'ai dit « Si, je vais deviner ». « Je sais, madame. » dit « Quoi? Tu étais mannequin? » Je dis « Non, monsieur, non, pas mannequin. » Et puis il dit « J'ai travaillé dans la pâtisserie à Lubumbashi. » Quelle coïncidence, je viens de Lubumbashi. Dès qu'elle me dit « J'ai travaillé dans la pâtisserie à Lubumbashi », je dis « Madame, ne me dit plus rien, je vais deviner qui vous êtes. » Elle s'était. Je dis « Vous êtes Monique ?» Elle dit « Oui, je suis Monique. » Parce qu'à Lubumbashi, la meilleure crèmerie de la ville, c'était elle. Et c'était écrit chez Monique. Donc de la même façon que vous avez la Madeleine de Proust. Nous, on pouvait parler de la crème de chez Monique. Et alors, j'ai dit, Monique, tiens-toi là. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, tu vas parler aux Congolais. J'ai dit, mes chers amis congolais, je viens de retrouver Monique. Vous n'allez pas me croire, elle est là. J'ai dit, Monique, parle aux Congolais. Monique n'a pas pu parler. Monique n'a fait que pleurer. Le rapport est différent aussi, ou pas? C'est ça qui doit vous encourager, c'est ça qui doit nous encourager pour vous dire que nous faisons la différence entre les slogans que certains activistes vont lancer parce qu'ils sont dans des manifestations et les cœurs des gens. Tu te rends compte, Monique est chez elle. Monique, quand elle était chez nous, la crème, elle ne nous donnait pas gratuitement. Mais là, on découvre Monique et tout le monde est content de la revoir. Tiens, et si on cotisait pour elle? Et on cotise pour elle. Il n'y a pas que Monique. Prenez l'exemple surtout les prêtres. On a eu des prêtres belges.
Mais quand ces prêtres rentrent ici aujourd'hui, ils ont 90 ans, ils ont 95 ans, et qu'ils sont dans les hôpitaux, ici, qui va les rendre visite? C'est nous. Et quand nous arrivons par un médecin, et ton frère, là, il ne vient jamais te voir, et les enfants de ton frère. Un jour, j'ai vu un prêtre qui était malade, et je n'ai pas vu ses neveux venir le voir. Et je demande à son frère, pourquoi les neveux ne viennent pas? Il dit, mais ils ne doivent pas voir ça. Hein. Donc, j'ai dit, vous l'appelez ça, ils ne doivent pas voir ça. Bon, ça j'ai entendu. Et comme c'était un prêtre, hein, un autre jour, c'est son évêque qui vient. Mais il venait juste voir s'il est mort ou pas. Et les trouvant qu'il n'était pas mort, ils disent, tout ça, ça coûte de l'argent. Hein. Mais nous, on n'est pas à des calculs comme ça. Hein. Mais ici, vous allez dire, oui, mais la réa, ça prend autant d'argent par jour, c'est trop cher. Et s'il meurt, vous êtes content. Mais nous, on est de la culture où on va dépenser encore davantage pour que quand il est mort, on fera le deuil facilement. Quand on pourra lui dire mort, on a fait tout ce qu'on pouvait. Tu vois, ça, c'est l'Afrique. Et je trouve que là-dessus, tu vois l'exemple de Monique, tu vois l'exemple de ces prêtres que je viens de te donner. Et je connais même un prêtre espagnol. Hein. Il était à l'article de la mort. Et ses frères sont venus les chercher. Mais viens chez nous, parce que tu es à la mort. Le type dit non, 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 je vais mourir ici pour être enterré par les Congolais. Pourquoi par les Congolais? Parce que nous avons notre manière d'enterrer les gens. Par exemple, le prêtre dont je t'ai parlé là, il est même décédé. Mais quand il est décédé, j'ai remercié les Belges parce qu'ils nous ont respectés. Ils se sont dit, mais ce monsieur, qui est notre fils belge, d'accord, il a quand même fait 50 ans d'Afrique. Alors s'il a fait 50 ans d'Afrique, c'est les Africains qui sont proches de lui. Alors on nous a laissé la cérémonie d'enterrement. Et tu sais ce que les Africains ont fait? Eh bien, à la grande surprise de tout le monde, on avait un Africain sorti d'une bouteille. Il y avait de la terre de Lubumbashi, qu'on a fait venir quand on a vu qu'il allait partir. Alors, le plus vieux d'entre nous, et chez nous, le plus vieux, c'est la fierté en même temps. Hein. Il a aspergé la terre dans la tombe en parlant aux morts. Un tel, c'est pas ici qu'on a dit t'enterrer. Hein. Après 50 ans d'Afrique, tu es de chez nous, c'est au Congo. Mais comme nous sommes des pauvres, on ne sait pas te ramener au Congo, eh bien, nous aspergeons dans la tombe la terre pour laquelle tu as œuvré pendant 50 ans. Repose en paix sur la terre de Lubumbashi, mis dans la tombe. Oh, et les Européens étaient là, ils nous regardaient, et puis on a mis les cercueils. Et puis après, quand on a fini, la terre qui restait, on a aspergé sur la tombe. Et pour nous, il est enveloppé dans la terre du Congo. Mais c'était quand même quelque chose de génial, tu vois. Et ça montre donc... Et alors, ça, c'est cet exemple-là. Et puis Monique aussi, ça montre qu'il y a quelque chose qui est passé. Il y a le cœur qui est passé. J'ai montré aussi une image où un blanc regarde l'album de famille et il se voit... Retrouve la personne qui ouais. Il se voit au dos d'une fille africaine qui les portait, c'était sa nounou. Oh, c'est elle, oui. Mais là, même les odeurs reviennent. Hein. La chaleur revient. J'étais dans son dos. Tout le temps, tu étais dans son dos. Et quand tu pleurais, bien, il te mettait au dos. Mais le gars, il a fait un voyage. Ouais. Ça va dans les deux sens, finalement. Oui, il est allé chercher. Ça va dans les deux sens. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est courant, puisqu'il va dans les deux sens. C'est là-dessus que nous allons construire. C'est pour ça que j'ai dit noir et blanc pour les meilleurs. Même s'il y a eu les pires. Pour les meilleurs, même. Ça, c'est la France. C'est le Mali, Niger. France dégage. Mais le Congo n'a pas dit Belgique dégage. Ça, c'est des images d'espoir. Regardez un peu cette fille africaine. Et qui est derrière elle, comme on prend les vues africaines? C'est un blanc. Et ce blanc, 35, 40 ans après, sa maman lui montre l'album. Et ce blanc revoit cette photo. Et là, quelque chose le prend dans ces tripes-là. Il fait le voyage. Il va au Sénégal pour rechercher cette fille-là. Et voilà, c'est la fille. C'est la dame. Ça vous paraît important aussi d'aller jouer ce spectacle peut-être au Congo? Je pense que vous y êtes retourné il n'y a pas très très longtemps, en 2021. Est-ce que ça vous paraîtrait important aussi de jouer ce spectacle là-bas? Ah oui, ils vont apprécier. Ça serait très important. Mais maintenant, pour que j'aille jouer au Congo, bon, c'est tout un voyage qu'il faut faire, c'est toute une organisation. Est-ce que vous êtes à nouveau en sécurité là-bas? Oui, maintenant oui. Maintenant oui, parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible au Congo. Je suis parti, et il y avait un pouvoir là où des gens m'ont menacé, même ici à Bruxelles. Mais en même temps, les Congolais sont entre deux feux. D'un côté, il y en a qui ne m'aiment pas, mais en même temps, ils voient mes vidéos à la télévision.
Il voit les Belges qui chantent avec moi, qui applaudissent. Et là, quelque part, il dit, mais tiens, un des nôtres qui s'est fait une place en Occident et il est reconnu. Donc là, il y a les sentiments de fierté qui risquent de dominer l'autre sentiment d'hostilité qu'ils avaient. Donc je peux rentrer au Congo, mais ça va nécessiter une organisation. Par exemple, si je suis accueilli par l'ONU Bruxelles, comme ça, du point de vue organisation, je suis sûr de... Je ne peux pas aller dire au gouvernement congolais, tiens, venez, je fais quelque chose. Non. Mais ça serait, par exemple, l'ONU Bruxelles, ici, qui voit que, tiens, il y a un spectacle de qualité, ça mérite qu'on partage, ça prépare... Je balise la voie, non? J'ai balisé la voie. Alors, à ce moment-là, oui, là, je pars, je sais que je suis en... La communauté française de Belgique m'a déjà envoyé une fois en Slovaquie. Je te l'avais raconté? Ah, c'était beau, hein? C'était à l'occasion de la fête de la langue française. On leur dit, bon, à l'occasion de la fête de la langue française, on vous envoie un spectacle en français. Et puis, ils attendent un Belge, un artiste belge, qui vient avec un spectacle en français, et c'est moi qui débarque. On dit, ah bon, mais non, on attend un artiste belge pour... Je dis, mais c'est moi. Ah bon? En Belgique, il y a des Noirs. J'ai dit, oui. Mais c'était beau parce qu'ils voyaient ça comme une ouverture sur le monde, une ouverture qu'eux n'avaient pas encore, parce qu'ils sortent des blocs soviétiques dans les temps en Slovaquie. Hein. Mais tu vois, c'est ça, je suis quelqu'un qui balise la voie, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas de moyens, mais si les gens de la Belgique ne m'entendent parler comme je parle, ils voient la BD que j'ai faite, cette BD mériterait d'être dans les écoles. Ouais. Ce sont notamment, on en a vu quelques images hein, voilà. que vous diffusez pendant le spectacle. Voilà. Et cette bande dessinée retrace aussi l'histoire Ah oui, elle est tracée. Ici, je n'ai plus que quelques vignettes, hein, mais quelqu'un qui a toute la BD, ah bon, c'est comme ça. Et vous voyez, c'est avec douceur, c'est sans agressivité. Dans la salle ici, il y avait des anciens d'Afrique. Mais tous, ils disent bravo, puis c'est ça qu'on... Cette manière de procéder, c'est ça qu'on aime, quoi. Entre la bande dessinée ou le spectacle, je suppose que la dynamique est un petit peu différente. C'est toujours de faire passer un message ou est-ce qu'il y a un outil que vous préférez pour communiquer? Je préfère communiquer comme ça parce que là, c'est en direct avec les gens, on peut discuter. Mais en même temps, je me dis c'est complémentaire. Quelqu'un qui achète une BD, il va lire à la maison, il va réfléchir, il va tirer ses leçons. Et là, on est là, bon, avec les gens, ils réagissent dans la salle, c'est aussi bien. Une, deux, changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu waluka no monshengwe. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyao. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu kikabanga kimbu yao. Changa, changa, la la, changa. Souvent, quand j'ai fait comme je viens de terminer là, on aurait pu mettre une table avec la BD là, et vous allez voir quelqu'un, tiens, je voudrais offrir à quelqu'un, je voudrais partager, moi j'ai vu, mais quelqu'un d'autre doit voir. C'est une manière de transmettre quelque part. Voilà. Et vous rassemblez finalement aussi avec vos spectacles, et puis vous disiez dans votre spectacle, Un fou noir au pays des Blancs, vous voulez être la voix aussi des sans-voix. Ouais, être la voix des sans-voix. Et ça a commencé depuis que j'ai commencé à écrire. Vous avez, qu'est-ce qui fait qu'un écrivain écrit un livre, et puis un autre, et puis encore un autre? Le premier, on dit, est-ce que je suis capable d'écrire un livre qui va être publié? On essaye, sans conviction. Et puis petit à petit, on trouve un éditeur et les livres marchent. Quand les livres marchent, quelqu'un vous dit, j'ai beaucoup aimé. Et le prochain, là, ça devient comme un souhait, là, vous êtes tenu de produire un prochain. Et puis encore un prochain. Jusqu'au moment où les gens viendront vous dire, monsieur, dans votre livre, vous parlez de deux. Eh bien, vous m'avez fait beaucoup de bien. Parce que je pensais la même chose que vous, mais moi, je n'avais pas de mots. Tu vois, l'écrivain devient celui qui a des mots pour les dire. Et comme on t'octroie maintenant ces statuts de celui qui a des mots pour les dire, ça va donc dire à la fin que quand il y a un problème grave, d'injustice, etc., tout le monde peut se taire, sauf l'écrivain. Si lui se tait, son silence est pris comme un silence complice. Et pourtant, témoigner vous a valu de devoir quitter votre pays. Vous étiez en danger de mort de rester dans votre pays parce que vous avez témoigné des massacres dont vous avez été témoin auxquels vous avez assisté. Et ça vous êtes jamais dit maintenant j'arrêterai de parler, de témoigner. Ça vous a jamais Non, on n'arrête pas et c'est plus fort que nous. Parce que même quand j'écrivais au Congo là, qu'est-ce que vous croyez que ma femme m'avait dit quand elle me voit griffonner? S'il te plaît, arrête. Si on t'arrête, toi, moi, les enfants, on devient quoi sans toi? Tu vois? Mais on n'écoute même pas, on le fait. Et quand c'est fait, Madame la première, qu'est-ce que je t'avais dit? Maintenant, on doit courir.
Mais c'est trop tard. On s'est battu pour une bonne cause. Et cette bonne cause prédomine l'intérêt personnel. Écoutez-moi bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui jugent trop sévèrement les autres. Croire que parce que quelqu'un est né au Congo, qu'il a été au Congo, vous allez croire que c'est lui qui a fait tout le mot du Congo. Non, c'est pour ça que je conclus avec une phrase. Lorsqu'au soir de notre vie, chacun de nous regardera dans son rétroviseur, il se rendra compte que l'histoire à laquelle il a participé n'a pas que de belles pages. Mais il pourra néanmoins se consoler d'avoir écrit, lui, à la première personne, quelques chapitres témoignant de notre humanité. Phrase de votre serviteur. Merci beaucoup, Pitchi Banda, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un très bon moment, un bon spectacle qui vous aura intéressé. À bientôt.